Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Merci d'être là. Je vous propose, pour celles et ceux qui n'interviennent pas, de couper votre micro le temps où vous ne prenez pas la parole. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de parler. On vous encourage vraiment vivement, si vous le souhaitez, à participer dans le chat, à poser des questions, à réagir. N'hésitez pas. On va être ensemble à peu près 1h30. Ah bah tiens, c'est intéressant, ça commence par la dernière slide. Pardon, je reprends. On va être ensemble 1h30. On essaiera de tenir le délai, le timing et de finir à 11h30. Donc, j'aurai la lourde tâche de veiller à la gestion du temps de la part des participants et des personnes qui interviendront. Donc, voilà, j'essaierai de faire ça gentiment, mais fermement pour que tout le monde soit libéré à 11h30. Et je voudrais vous dire aussi que les personnes qui interviennent sont à la fois d'abord le font bénévolement. Hein, c'est un webinaire qui est organisé et animé de manière bénévole et autogérée. Et que ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils font très fréquemment. Donc, je voudrais vraiment les remercier très, très vivement d'avoir pris du temps pour préparer des interventions, des PowerPoint. Voilà. Merci vraiment beaucoup de donner de votre temps. C'est la 4e rencontre de ce genre. C'est une rencontre qui a été initiée il y a presque un an maintenant, à l'initiative notamment de l'équipe de la bibliothèque de Neuilly, Nola Normand, qu'on salue même si elle n'est pas là, mais elle nous regardera en replay, et qui, à la suite du fait d'avoir réalisé son bilan carbone, a eu envie de partager les résultats. Et puis, ça a tellement bien marché qu'on a continué avec d'autres webinaires. Donc, les 3 premiers numéros, vous pouvez les retrouver en replay. Je vous enverrai les liens. On a fait un numéro bibliothèque et climat, bibliothèque et déchets, une rencontre sur les fonctions de référent de développement durable en bibliothèque. Et donc là, cette 3e, on avait voté la dernière fois et décidé qu'on parlerait de la sensibilisation en bibliothèque. Donc, on va avoir donc 3 collègues qui vont partager des expériences sur la sensibilisation des publics, des équipes, et puis le travail de partenariat et avec les acteurs locaux. On essaiera de garder du temps pour des questions-réponses de votre part. Et à la fin, toute fin, on se garde à peu près un quart d'heure pour faire un partage de ressources, à la fois l'agenda, il y a plein de choses qui arrivent là sur ces sujets-là, des endroits où vous pouvez aller chercher des compléments, et puis vous rappeler les prochains rendez-vous, voir si vous avez des idées, des attentes, des suggestions, etc. Voilà, j'ai fini ma petite intro, je passe tout de suite la main à Pierre pour la première intervention. Merci Fanny. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, comme vous l'avez vu, moi c'était écrit que je venais de Villedieu, mais je viens d'arriver à Villedieu-les-Poêles dans la Manche et je voulais vous partager aujourd'hui une expérience que j'ai menée dans mon ancien boulot, du coup à Bailleul dans le Nord, dans le 59, dans le département du Nord. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous sera d'une utilité ou pas, mais quand Nola, au dernier webinaire, a proposé à certaines et certains de participer, j'ai eu envie quand même de partager cette expérience qui était intéressante à mon avis et qui pourrait en aider certains, peut-être ou pas. Donc voilà, grosso modo, le contexte, c'est que j'étais dans une médiathèque dans le Nord, à Bailleul exactement, une ville de 15 000 habitants. On avait un bel outil, une belle médiathèque avec un budget qui était assez confortable, mais pas non plus délirant. Et pour vous la faire rapide, en fait, j'avais un poste et puis à un moment, on m'a proposé de prendre le poste de responsable de la programmation culturelle. Et à ce moment-là, j'étais plutôt partant, mais j'ai dit à ma directrice que par contre, j'avais une envie, c'était qu'on inscrive, qu'on grave dans le marbre, entre guillemets, de cette fiche de poste, le fait qu'on parte sur un principe de médiathèque qui sensibilise toujours à la transition écologique, au développement durable. Alors voilà, on utilisera tous des termes différents, mais grosso modo, c'était ça, c'était mettre en avant la transition écologique et solidaire, et que ce soit vraiment, ça fasse partie du projet, qu'on ait vraiment un axe fort qui soit développé là-dessus. Ce qui a été tout à fait bien reçu par la directrice et par les élus, notre élu à la culture notamment, mais qui était aussi élu à l'environnement, ce qui était pratique pour le coup. Et donc, partant de là, on a pu lancer un projet qu'on a appelé donc la médiathèque en transition. Voilà, qui s'est décliné, je vais vous en parler, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais mettre un petit PowerPoint, enfin voilà, des petites slides. Ça va un peu étayer le propos. Je lance ça tout de suite. Est-ce que c'est bon pour vous? Tout à fait.
Ok, Et super. c'est bon. Donc voilà, donc médiathèque en transition, l'exemple de la médiathèque de Bayeul. Alors, attendez, j'essaie d'enchaîner les photos. Donc voilà, le contexte, comme je vous l'ai dit, c'était la fiche de poste qui était en construction. Donc on a inclus le concept de médiathèque en transition, donc d'avoir un volet au-delà des animations plus classiques qu'on peut avoir en médiathèque, autour de la transition écologique et solidaire. L'autre aspect, c'est que j'avais un ami proche qui était très impliqué sur ce sujet et donc sur le projet quand je lui en ai parlé. Donc, on est vraiment parti en binôme là-dessus. Alors après, ça, c'est spécifique à ce projet en question. Après, vous, ça se déclinera de façon complètement différente selon les ressources que vous avez à disposition, humaines, matérielles, etc. Mais enfin, là, je vais vous parler de ce projet en question. Et puis, on a rencontré à ce moment-là, du coup, quelques partenaires potentiels, institutionnels ou pas d'ailleurs, quelques assos, quelques autres services qui bossaient au sein de la mairie. Donc, il y avait le cinéma, puisque c'était un cinéma municipal, le centre social, etc. Et puis, qui étaient eux aussi partants pour développer des actions autour de ça. Et donc, fort de ces retours positifs, on s'est lancé là-dedans vaillant. On a lancé ça en janvier 2020. Donc, c'était le principe, lancer une nouvelle année, une nouvelle décennie avec des bonnes résolutions d'action. Donc voilà, les premières séances, alors la première, c'était le 15 janvier 2020, on a vraiment lancé ça sur la nouvelle année. Je ne vais pas vous lire tout le texte, mais je pense que Fanny va demander après de transmettre un peu tout ça, donc il n'y a pas de souci, je vous partagerai tout ça si ça vous intéresse. On avait donc élaboré un petit texte de com', et puis on avait, comme vous voyez à droite de l'écran, décliné un logo. Donc ça, c'est mon ami Paul, donc, qui avait créé ça, qui se base sur la fleur permaculturelle. Donc c'est une fleur qui est beaucoup utilisée, c'est un symbole qui est beaucoup utilisé au sein de la permaculture, donc qui ne se résume pas, je rappelle, au jardinage, mais qui est vraiment une philosophie. Et du coup, le principe, c'était comment on le voit en haut, comment atteindre la neutralité carbone. On était à peu près sur 10 tonnes de CO2 par an par personne en France. Et donc, le principe, c'était de trouver tous les moyens possibles et imaginables avec les personnes qui participaient avec nous pour faire baisser notre empreinte carbone et aborder tous les sujets que vous voyez sur la fleur. Donc, ça pouvait passer par la santé, l'enseignement, l'habitat, le soin de la nature. C'était très large. Du coup, on avait beaucoup de thématiques potentielles à imaginer. Et c'est ça qui était intéressant. Alors, voilà, on avait décliné aussi cette affiche pour expliquer un peu le pourquoi du comment. Donc, faciliter la transition écologique et solidaire en Flandre, parce que c'est en Flandre française, à la frontière belge. Et du coup, le principe, c'était de mettre à disposition les ressources de la médiathèque. Donc, on avait sorti tout un tas de documents, que ce soit des vidéos, des livres, forcément, sur tous ces sujets. Donc, on avait créé un espace au sein de la médiathèque où on avait réuni plein de documents intéressants sur tous ces sujets qu'on mettait à disposition sur de grandes tables au sein d'un espace qu'on avait dégagé. On avait installé différentes tables. Et le principe, c'était, on faisait ça tous les 15 jours, le mercredi après-midi, de 14h30 jusqu'à tard le soir, s'il le fallait. J'avais obtenu cette chose de ma directrice, qu'on pouvait garder la médiathèque ouverte le soir. C'est moi qui restais, bien sûr. Et le principe, c'était un peu sur, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, le forum ouvert, c'est-à-dire qu'on accueillait les gens pour créer de l'intelligence collective. C'était vraiment ça. On voulait faire un espace de co-construction des sujets. Donc, pas arriver en mode sachant, mais construire les sujets avec les personnes qui venaient. C'était assez novateur pour ça, au sein des médiathèques en tout cas. Et puis, vraiment mettre à disposition des ressources pour faire de l'intelligence collective, c'est-à-dire se poser tous autour d'une table sur un sujet et réfléchir ensemble, créer ensemble, trouver des solutions. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le principe de base. Donc, on a organisé ça tous les 15 jours. On a fait ça donc le 15 et le 29 janvier, puis en février, je ne sais plus quelles étaient les dates, mais enfin voilà, ça tombait tous les 15 jours. Et donc, voilà, on a eu… le processus, c'était celui-ci. On accueillait les personnes à partir de 14h30, mais c'était en continu. Les gens pouvaient nous rejoindre quand ils le souhaitaient.
Et on organisait au moins voire si on y arrivait dans l'après-midi, 2 fresques du climat. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. La fresque du climat, c'est un outil qui a été développé par un ingénieur pour sensibiliser autour du climat. C'est quelque chose qui est très intéressant. Ça se présente sous forme de jeu de cartes. Ça se fait sur table, en groupe. Et en fait, le principe, c'est on a plein de causes et de conséquences. Et il faut essayer, alors c'est difficile à résumer, mais il faut essayer de les poser des causes vers les conséquences. Et quand c'est créé, à la fin, ça crée une fresque, justement, comme une sorte de grand tableau. Et on prend conscience de notre impact sur le climat, de tout ce que nos actions, pas seulement individuelles, d'ailleurs, les actions collectives ont comme conséquence sur le climat, mais aussi sur la biodiversité, sur tout un tas de sujets. On voit bien que tout est imbriqué. C'est un outil, du coup, qui est qui peut être très déstabilisant, voire démoralisant, parce que quand on prend conscience de ça et qu'on voit les conséquences vers lesquelles on peut aller, voilà, moi, la première fois, ça m'a mis un sacré coup au bide, hein, pour le dire clairement. Mais justement, le principe, c'était de faire des ateliers fresques du climat et d'enchaîner ensuite sur des ateliers pratiques pour passer à l'action. Voilà, parce que le principe, ça restait vraiment ça, c'était intelligence collective et action, et essayer de tout, comme on dit, penser global, agir local. Donc, on essayait vraiment de développer ça. Donc, on a eu des premières séances qui étaient plutôt sympas. Là, il y avait des personnes qui se présentaient. On peut voir en haut à gauche là qu'on avait un tableau avec des post-it sur lesquels les gens venaient inscrire des sujets qu'ils avaient envie de développer, qu'ils avaient envie de connaître, qu'ils avaient envie d'explorer un peu plus. Et ensuite, on regardait ça ensemble. On essayait de les classer par catégorie, de les regrouper par thème. Et on créait des groupes de travail, c'est-à-dire qu'un tel disait ah, moi, ça me dit bien de bosser là-dessus. Celui qui avait proposé l'idée pouvait mener la discussion au sein de la table. Donc voilà, c'était vraiment des moments qui ont été chouettes. Ça fonctionnait bien. Donc on avait des livres à disposition, les gens allaient chercher les ressources. On mettait aussi des tablettes à disposition pour aller chercher des infos sur Internet. Hein. Donc il y avait tout ça. Et le soir, on a proposé pendant 2 ou 3 séances, je ne sais plus, des MOOC, des MOOC, donc pour que les personnes à plusieurs se forment aussi sur des sujets. Donc ça a bien fonctionné pendant les 2 mois et malheureusement, j'ai spoilé, le Covid est arrivé, comme vous le savez tous, en mars 2020, donc en mettant un gros coup d'arrêt à tout ça. Et du coup, on a pu reprendre qu'en septembre, si je me souviens bien, je crois que c'était en septembre 2020, on a pu à nouveau réouvrir, refaire nos premières actions. Et donc là, c'était moins évident, on pouvait moins ouvrir beaucoup, il y avait plus de réticence par rapport à ça, donc on a dû changer malheureusement un peu la formule. On est passé à quelque chose de plus classique, du coup, des actions plutôt ciblées. Voilà, changement de formule post-Covid. Donc, c'était des interventions ciblées, c'est-à-dire qu'on était sur un fonctionnement plus d'intervenants qui intervenaient sur des sujets. On a abandonné cette histoire de l'intelligence collective parce que forcément, ça demandait rapprochement, ça demandait tout le monde calé autour d'une table, etc. Bon, on pensait reprendre ça par la suite, mais il s'est trouvé que c'est tombé un peu à l'eau, malheureusement. Et donc, par contre, on est parti plus sur des thématiques mensuelles. On a essayé de regrouper par pôle d'intérêt. Et on a recherché, alors je crois que Sandrine va parler de partenariats tout à l'heure, donc je ne vais pas trop en faire, mais des partenaires locaux. Le principe, c'était d'essayer de trouver des ressources et des partenaires qui soient les plus locales possibles. Donc des associations, des citoyens engagés, des professionnels d'un secteur, des artistes, etc. Je vous mets quelques d'actions qu'on a pu mettre en place. Ça, c'était quand il... Pierre, pardon. Juste, ta bande passante n'est pas très bonne. Est-ce que tu voudrais couper ta vidéo? Comme ça, on t'entendra mieux. Parce que parfois, ça coupe un tout petit peu. Ah oui. Oui, très bien. Et juste un petit mot sur le temps. Tu es à 10 minutes. Donc, on prend un peu plus de temps. Il n'y a pas de souci. Mais il va falloir peut-être accélérer un tout petit peu. J'accélère complètement. Ça va. Donc, du coup, on a créé différentes actions. Ici, on peut voir, c'était un spectacle petite enfance créé par un passionné du coin pour sensibiliser à la nature et aux insectes. On a eu un architecte écologique qui est venu faire une conférence sur la rénovation écologique de la maison. On a fait un petit topo aussi sur la biodiversité, donc avec un passionné du sujet qui est venu faire une conférence sur les avantages des mares
comment installer une chez soi. On avait un conservatoire botanique aussi sur place, donc on a eu une conférence sur la nature en Hauts-de-France et les façons de la préserver. Je passe vite, hein, du coup. On a organisé aussi une conférence sur le numérique. Un numérique vert est-il possible? Ça, c'était par un ambassadeur du Centre Ressources du Développement Durable. En parallèle, il n'y a pas la photo, mais on avait créé des ateliers d'autodéfense numérique aussi pour apprendre à préserver la planète et aussi sa vie privée sur Internet. Ça, c'était un atelier street art solidaire. Donc, du coup, pour Noël, on avait, sur proposition d'un artiste, du coup, ils avaient, avec un autre artiste, graffeur, décoré avec les enfants des boîtes à chaussures qui avaient été ensuite remplies avec les dons de personnes qui venaient à la médiathèque, et ça avait été remis aux sans-abri pour un Noël plus solidaire. Et on avait organisé un salon zéro déchet aussi dans le jardin de la médiathèque, devant, avec des professionnels du coin qui travaillaient autour du zéro déchet. C'était de la couture, du vrac, des ateliers, enfin, voilà, des savons locaux, etc. Voilà, donc je passe vite sur les actions. Il y a plein de choses. Si vous voulez les retrouver, sur Facebook, il y a la page médiathèque de Bailleul. Dans les événements passés, vous trouvez tout ça. Et du coup, pour finir rapidement, point fort du projet, du coup, c'était qu'il y avait un maillage de partenaires qui étaient quand même impliqués sur le territoire. Donc, on avait plein de gens super chouettes à disposition et qui étaient prêts à s'impliquer. La collectivité et la directrice de la médiathèque ont vraiment été facilitateurs en nous laissant beaucoup carte blanche sur les ouvertures, justement, tard le soir de la médiathèque, sur la mise à disposition des ressources, sur la com, etc. Et la visibilité grandissante, ça c'est important, c'est que du coup, au fur et à mesure, on n'avait pas forcément besoin. Au début, c'est nous qui avons cherché des intervenants, qui avons animé beaucoup nous-mêmes. Mais si vous mettez ça en place, ce qui peut se passer, ce qui s'est passé pour nous, c'est que du coup, ça s'est su de plus en plus dans les cercles de plus en plus larges. Et les gens venaient nous chercher pour nous dire bah, j'ai vu que vous avez des choses autour du développement durable, autour de la transition, etc. Et nous, on a un projet, ça nous intéresse de le faire, on cherche des endroits. Donc, si vous êtes OK pour nous accueillir, nous, on propose aussi ça. Donc ça, c'est quelque chose, du coup, c'est un cercle vertueux qui peut advenir, qui est vraiment chouette. C'est que vous avez plein de gens qui vont être force de proposition. Et les points de vigilance, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que, alors, je vous conseille de ne pas porter le projet seul au sein de la structure, ce qui était mon cas. Alors, il y avait mon ami Paul, mais qui ne travaillait pas à la médiathèque. Et du coup, parce que sinon, si vous essoufflez, si vous êtes absent, si vous devez partir, etc., il y a de fortes chances pour que tout tombe à l'eau. Donc, vraiment, de l'importance, je pense, Marion va en parler, de bien communiquer au sein de l'équipe, ce qui n'a pas forcément été mon cas et je le regrette a posteriori. L'importance de se former en continu, mais alors ça, Fanny pourra peut-être en parler aussi. Il y a vraiment énormément de ressources, de matières qu'on trouve facilement sur Internet pour se former sur tous ces sujets-là. La fresque du climat, les Inventons nos vies bas carbone, il y a plein d'outils maintenant qui existent pour sensibiliser, qui sont gratuits, qui sont faciles d'accès, qui sont open source, comme on dit, et sur lesquels, en moyennant un peu de temps, on peut facilement se former. Savoir convaincre les élus et les équipes du bien fondé de la démarche. Bon, ça, heureusement, c'est des sujets qui sont dans l'air du temps et on a de moins en moins de mal à sensibiliser sur l'importance de ces sujets. Enfin, j'espère, en tout cas, c'est peut-être pas le cas partout, mais quand même, ça va mieux à ce niveau-là. Et soigner la communication, ça c'est comme pour toute action, voilà, décliner la communication selon les supports. On avait créé un visuel qu'on reprenait systématiquement pour que ce soit plus visible. Et puis, par exemple, systématiquement, sur les posts Facebook, etc., on mettait dans le cadre de la médiathèque en transition. Et du coup, médiathèque en transition, ça devenait presque une sorte de logo, enfin voilà, quelque chose qui était facilement identifié. Donc, voilà l'importance des partenaires locaux et de savoir convaincre les équipes. Ça, c'est les collègues Marion et Sandrine qui vont en parler. J'arrête là, du coup, j'ai dépassé le temps. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, si vous avez des questions, des interventions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci, je reste disponible. Non, c'était parfait, Pierre. Merci beaucoup. Je crois que c'était très intéressant. Il y avait une réaction déjà tout de suite dans le chat. Une autre collègue, Élise, qui est animatrice elle-même aussi de la fresque et qui aussi utilise un format qui s'appelle la fresque quiz.
Est-ce que, je ne sais pas, Marion et Sandrine, est-ce que vous avez prévu de parler des fresques ou est-ce que vous voulez qu'on en dise un mot là maintenant? Je n'en parle pas. Non, moi non plus. Ok. Du coup, Élise, tu voulais dire un mot sur le format de la fresque quiz? Si vous voulez. Déjà, bonjour. Alors, moi, je suis prof des écoles et je suis en reconversion. Donc, voilà, je suis là un peu par hasard. Depuis 2 mois, je suis animatrice de la fresque du climat. Donc, j'ai fait la fresque du climat en tant que particulier. Après, j'ai fait la formation pour devenir animatrice du climat, de la fresque du climat. Donc, ça dure 3 heures. C'est payant, mais ça peut aussi être en version, en version entreprise aussi. Donc, après, faut voir au niveau des modalités. Juste pour vous expliquer, la fresque quiz, alors elle a changé récemment. Donc, moi, je connais que la nouvelle version. Parce qu'en fait, avant, c'était un espèce d'affichage qui reprenait la fresque pratiquement en entier. Donc, sur la fresque, il y a 42 cartes pour le jeu. Et donc, avant, on faisait remplir la fresque sur des événements, des festivals ou des interventions. Voilà, c'était. Mais en fait, les gens avaient l'impression, comme ils avaient fait la fresque quiz sur les festivals, d'avoir fait l'atelier, alors qu'en fait, dans l'atelier, il n'y a pas que fabriquer la fresque, il y a aussi tout un passage de discussion, tout ça. Donc, les personnes qui ont créé la fresque ont changé le format quiz. Donc, aujourd'hui, le format quiz, ça prend en compte que les 7 premières cartes du jeu, qui, quand même, donnent un avant-goût de ce que c'est que la fresque du climat. Et moi, par exemple, la semaine dernière, j'étais sur un cross lycéen organisé par l'UNSS. Et en fait, ça prend un petit quart d'heure avec les 7 cartes pour mettre en action les jeunes qui étaient en face de moi. On discute, on aborde quand même les premières problématiques de la cause humaine, qu'est-ce que c'est une énergie fossile, l'effet de serre. Voilà, c'est des petits formats qui permettent en 15 minutes d'avoir une première sensibilisation. Donc, je pense que ça peut être assez adapté sur un public qui vient à la médiathèque ou à la bibliothèque, etc. Voilà, c'est assez facile de se former en tant qu'animateur du climat. Il faut avoir un peu de temps quand même. Mais après, c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place. Voilà. Et il y a une version, donc la fresque du climat au départ, c'est une version adulte. Il existe une version scolaire pour les plus jeunes qui commence à peu près au CM1, CM2, qu'on va utiliser jusqu'en 4e. Et à partir de la 4e, on utilisera la version adulte en enlevant les cartes qui sont les plus difficiles sur le Gulf Stream, le permafrost, tout ça, c'est des choses avec des notions un peu plus complexes. Donc, on peut aussi adapter comme ça et ça marche très, très bien. Vraiment, avec n'importe quel public. Voilà. Et vous avez toutes les infos sur le site de la fresque du climat et si vous avez besoin, je peux vous mettre en contact avec nous. Et oui, il y a des animateurs qui sont déjà formés partout en France. Vous pouvez les contacter assez facilement. Si vous n'êtes pas formé, que vous voulez les faire intervenir, voilà, il y a un réseau d'animateurs qui est très grand. Super. Merci beaucoup, Élise. On sait qu'effectivement, il y a plusieurs médiathèques, bibliothèques qui utilisent déjà la fresque. De mémoire, je crois qu'à la Canopée, ils se sont formés en interne pour pouvoir animer eux-mêmes régulièrement. Et quand on anime par un bibliothécaire ou une bibliothécaire, on peut le faire totalement gratuitement à destination du public de la médiathèque, ou on peut effectivement aller chercher des animateurs et animatrices extérieurs. Et comme le dit Élise, il y en a vraiment partout en France. C'est facile de se former, donc c'est vraiment un outil. Et je crois que c'est, je ne sais plus qui a mentionné dans le chat, le fait que maintenant, c'est un format qui marche bien. Donc, effectivement, des fresques, il y en a plein. Il y a des fresques de la biodiversité, du numérique, vraiment énormément de sujets liés à la transition environnementale et sociale. Donc, il ne faut pas hésiter à s'emparer de cet outil. Merci beaucoup. On a peut-être 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions par rapport à la présentation de Pierre ? Eh bien, si on n'a pas, ou si elles vous viennent en cours de route, on va passer la parole à Marion. Et n'hésitez pas, si vous avez envie de poser des questions, de réagir, de faire le lien avec autre chose, n'hésitez pas à le faire dans la discussion. Et je laisse la parole à Marion. Merci. Alors, en fait, je suis dans le même cas que Pierre, c'est-à-dire que je travaille actuellement à la médiathèque départementale de Seine-Maritime, mais je vais plutôt vous partager l'expérience de mon précédent poste, puisque je suis arrivée ici il y a tout juste 10 jours. Donc, je n'ai pas encore mis grand-chose en place, évidemment. Voilà. Mais précédemment, je travaillais pour le réseau des bibliothèques de Rouen. Je vais vous partager mon PowerPoint.
C'est bon pour tout le monde? On va dire que oui. Tout à fait. Et si tu peux, C'est si tu peux le passer en diaporama, on verra en plus grand. Alors, moi, sur mon écran, il est en diaporama. Il n'est pas sur le vôtre? Non, du coup, je pense que tu n'as pas Ouais. partagé la bonne fenêtre. Il faut peut-être que tu Alors, arrêtes ton attends. partage et que tu choisisses une autre fenêtre. Je retente. Bouge pas. Parce qu'en même temps, alors, ouais, ça m'embête. Je ne sais pas bien comment faire parce que quand je le partage quand je le lance en diaporama avant de partager mon écran, du coup, je ne vous vois plus, donc je ne peux plus partager mon écran puisque je suis en plein écran de diaporama. Essaye, mais en général, c'est effectivement ça qui se passe, c'est qu'en plein écran, tu ne vois plus personne et ce n'est pas très sympa. Non, je ne m'explique pas très bien. Là, je suis sur PowerPoint. Je l'ai mis en diaporama. Mais du coup, je ne peux plus aller sur la fenêtre Zoom pour vous dire que je partage mon écran. Vois-tu ce que je veux dire? Il y avait quelqu'un qui était expert tout à l'heure. Qui est l'expert? Je prends l'expert. Alors, expert, je ne sais pas, mais en fait, quand on a lancé le PowerPoint, oui, qu'on l'a mis en plein écran, en haut, on a encore quelques petits modules, et dont un module affichage, quelque chose dans ce goût-là, où on peut dupliquer la présentation. Je suis désolée, je n'ai rien là-haut. Et ben sinon, juste essaye peut-être de sortir du plein écran, tu repartages, tu vois, de recommencer. Ouais. J'espère que ça va marcher parce que comme j'ai des trucs qui arrivent en cours de route, il va être illisible si j'arrive pas à vous le mettre en diaporama. On va y arriver. Alors, sinon, vous mettez en mode diaporama et après, vous utilisez votre touche Windows pour revenir sur Zoom. Normalement, ça garde en plein écran. C'est pas mal, effectivement, je crois. Je tente. Merci. Hop. Et hop. Ça marche? Parfaitement. Yes. Ah, super, oui. Merci. Merci impeccable. Camille. Donc, j'attaque sur la sensibilisation des collègues. Je regarde là en même temps, je vais essayer d'être à peu près dans le timing aussi. J'ai essayé de faire des espèces de grands points, de grands chapitres. Je me suis dit que la sensibilisation des collègues, donc en fait, j'étais intervenue sur le webinaire précédent sur mon rôle en tant que référente développement durable. Donc, j'ai essayé de ne pas me répéter, mais s'il y a des choses qui, du coup, vous semblent pas claires, n'hésitez pas à me le signaler. Avec ce rôle de référente développement durable, j'ai donc été amenée à relayer ma mission auprès de mes collègues. Et donc, attendez, parce que maintenant, il faut que j'arrive à mettre mon diaporama en marche. Ça marche? C'est bon, vous voyez toujours? Tout bon. OK. Donc d'abord, premier point, communiquer, raconter, partager. Nola en avait parlé aussi lors du dernier webinaire, quand elle était intervenue, sur la formalisation du rôle qui a une certaine importance, c'est-à-dire se faire connaître en tant que la collègue relou qui va tout le temps causer bibliothèque verte. Je le dis comme ça, mais l'idée, c'est de se positionner un peu en tant que référent et personne un peu pilote, un peu ressource, mais aussi personne avec qui on peut monter des choses. Donc, on peut en parler en réunion. L'idéal, c'est quand c'est mentionné aussi sur la fiche de poste, parce que comme ça, on peut avoir du temps dégagé pour y travailler. Mais dans tous les cas, le but, c'est de le faire savoir aux collègues. Pour moi, la toute première chose dans la sensibilisation d'équipe, c'est ça, c'est se faire connaître auprès des collègues et faire connaître son investissement, son envie et ses démarches. Point 2, relais des animations prévues pour le public. À Rouen, plusieurs fois, j'ai fait venir des autrices pour le coup. Donc, quand il était question qu'une autrice ou blogueuse vienne, systématiquement, j'envoyais l'information à tous mes collègues, pas forcément pour qu'ils viennent. Je resitue juste, je ne l'ai pas redit, mais Rouen, c'est un réseau de 7 bibliothèques. Donc, quand la personne venait, évidemment, on était plusieurs équipes dans plusieurs bibliothèques, tout le monde ne pouvait pas se déplacer. Ça ne m'empêchait pas de relayer l'information, d'envoyer le lien avec un blog, avec j'ai pas le mot, les indications du livre écrit pour que les gens prennent connaissance de l'existence de cette personne, de son travail, et relaie auprès des publics. En fait, la sensibilisation des équipes, c'est aussi pour qu'ils puissent après en discuter avec nos publics. Et là, je mentionne les fiches défis. Je fais un petit aparté sur quelque chose que j'avais mis en place à Rouen. C'était des petites fiches à destination du public qui se présentaient comme ça.
L'idée, c'était de lancer un espèce de grand défi collectif. Je mettais des intitulés. Ici, je réduis ma consommation de viande. Il y avait aussi « J'achète des pailles en inox ». J'avais fait 100 fiches défis. Je les mettais à disposition du public. Le principe, c'était que qui voulait, prenait une fiche à la maison, essayait de relever le défi, rapporter la fiche en cochant si ça avait été facile ou pas, à quel degré ça avait été facile. Et on avait ces 2 baromètres-là. Le but, c'était de les remplir en griffonnant un niveau au fur et à mesure. Donc ça, c'était pour le public, mais je les ai aussi envoyées, alors pas toutes, mais j'en ai envoyé quelques-unes par mail à mes collègues, en leur disant, voilà, je lance ça auprès du public, je vous envoie ça aussi, ça peut vous donner des idées. J'avais eu quelques retours de gens qui avaient dit, oui, tiens, j'ai essayé, j'ai réussi. Voilà, j'avais essayé de faire d'une pierre deux coups. Je vous ai mis en dessous le lien vers un groupe Facebook qui s'appelle les éco-gestes en bibliothèque. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Et j'avais fait un retour assez détaillé de cette animation qui, pour le coup, pour le public, n'avait pas très bien marché. Pareil, une certaine période de pandémie qui avait un petit peu contraint la fréquentation des bibliothèques. Mais vous avez tout le détail là, comme c'est plutôt un aspect public, je ne vais pas m'y attarder plus. Il y avait une version aussi Noël, spéciale Noël. Ce livre-là, si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille fortement. Ensuite, information sur les nouveaux services au public. À Rouen, la bibliothèque dans laquelle je travaillais, c'était la bibliothèque des Capucins. Il y avait une grénothèque et l'année dernière, nous avons mis en place une bouturothèque et une créathèque. Donc, grénothèque, on fait du troc de graines. Bouturothèque, on fait du troc de plantes et de plants. Créathèque, du troc de matériel de loisirs créatifs. Donc, à chaque ouverture d'un nouveau service, pareil, un message envoyé aux collègues, à la fois pour qu'ils puissent communiquer auprès des publics et pour qu'ils puissent me fournir pour le démarrage du service, parce qu'au départ, le temps que ça prenne, il nous faut un peu de matériel. Et j'ai fait un petit encart, ne pas hésiter à jouer la carte de l'humour. Parce qu'en fait, quand vous commencez à dire que vous vous intéressez à l'écologie, très vite, la crainte, c'est « oh là là, va être rabat-joie, ça va être des discours moralisateurs ». Et je ne voulais surtout pas prendre le risque de tomber là-dedans et que les collègues aient le sentiment que j'étais en train de juger si quelque chose n'était pas fait. Ou voilà. Donc, je voulais essayer de montrer que je ne me prenais pas forcément au sérieux. Je vous partage un post que nous avons fait, que j'ai fait le 1er avril dernier sur la page Facebook des bibliothèques de Rouen, dans lequel j'annonçais un nouveau service à la bibliothèque des Capucins, à savoir une bébéthèque. Près de bébés à partir de ce jour, aux mêmes conditions que le prêt d'objets, ne pouvait pas transiter par la navette et on pouvait en prendre un par carte. Ça me permettait de rappeler au public en fait ce qu'on pouvait emprunter, l'air de rien. En disant bébéthèque, je disais, vous vous souvenez, la bibliothèque des Capucins, c'est celle où il y a la bouturothèque, la créathèque, la grénothèque, ça faisait écho. Et en fait, j'ai envoyé exactement la même chose par mail à mes collègues, de façon très sérieuse, en leur disant, voilà, il y a un nouveau service aux Capucins, je vous informe, tout comme je le faisais pour les services précédents. Et ça a généré quelques réactions, pareil, par mail. J'ai eu des retours, donc je vous ai mis quelques morceaux choisis, mais il y en a eu vraiment beaucoup. Les gens m'ont répondu sur le même ton, me demandant si on pouvait accepter les dons des lecteurs, où est-ce qu'on les rangeait, comment ils étaient prêtés, est-ce qu'il y avait un équipement avec. Et la dernière, si je rends un bébé un peu abîmé, est-ce que je dois le rembourser? Combien? Donc, j'avais répondu que les bébés étaient prêtés au même titre que les autres objets et que en cas de détérioration, il fallait remplacer, mais qu'on pouvait prolonger le prêt du coup de 9 mois ou on facturait 50 €. Et après, j'avais fait une réponse aussi, mais l'idée, j'ai proposé qu'on fasse des boîtes à bébés comme les boîtes à livres ou qu'on fasse du troc de bébé aussi, comme on faisait le reste. Et tout ça, mine de rien, ça renvoie, ça fait des petites piqûres de rappel en fait sur les réels services qui existent et donc ça marche pour les collègues comme pour le public. Une autre chose presque la plus simple en fait, sur un dossier partagé, faire un dossier sur la veille professionnelle, expliquer, mettre toutes les ressources. Donc ça, on l'avait fait à Rouen, je compte le refaire ici. Un dossier que tout un chacun peut consulter, qu'il faut de temps en temps faire vivre en rappelant qu'il existe ou en disant, bah voilà, j'ai trouvé tel article intéressant, je l'ai mis dans ce dossier où vous retrouverez tout le reste. Et pour finir, réalisation et distribution d'un livret sur les éco-gestes en bibliothèque.
Ça, c'est quelque chose qui a été fait avec une volontaire en mission de service civique pour laquelle j'ai été la tutrice cette année. Alors, je vais voir si ça marche. Voilà, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment ça se présente. Soyez indulgents parce que j'avais ma main droite qui filmait et donc je tournais ça qu'avec ma main gauche. Donc, vous allez voir qu'au moment de replier, ça a été un petit peu laborieux, mais c'est pour que vous voyez comment c'est. Donc, la Rosalie, qui était ma volontaire en mission de service civique, a travaillé là-dessus. C'est elle qui a fait ces superbes illustrations. On a travaillé ensemble et avec un groupe de travail, je vous en parle juste après, sur ce qu'on voulait mettre dans ce livret, sur quelles valeurs on voulait défendre. Et en fait, on a pu monter ça et distribuer ça à chacun, à chaque collègue une fois que ça a été fait. Je reviens en arrière juste pour vous montrer. Donc, vous avez vu, ça se présente comme un petit livre et quand ça se déplie au dos, vous avez une grande feuille et en fait, ça reprend tous les objectifs de développement durable et comment on répond à chacun d'entre eux dans les bibliothèques. Ça permet aussi de montrer aux collègues, ben voilà, vous voyez, on arrive à répondre à chacun des objectifs de développement durable et voilà comment ça se passe. Deuxième chapitre, impliquer. Comment on implique les équipes. Donc, la fameuse mise en place du groupe de travail Bibliothèque verte dans les bibliothèques de Rouen. On joue la carte de l'humour encore, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un mail et je leur ai dit, voilà, je lance un groupe de travail. Si vous hésitez à venir, je vous propose de répondre à ce quiz. Et puis, selon les résultats, vous voyez si vous êtes convié ou pas. Si le résultat dit que ce n'est pas pour vous, OK, je vous fiche la paix. Et donc, il y avait des questions, je les passe comme ça, vous regarderez. Il y avait des questions, en fait, au fur et à mesure, un peu décalées, exprès pour montrer un peu le ton que ça allait employer. Par exemple, direction la première réunion, avant de partir, tu es prévoyant, liste de tes idées en main, tu t'assures que tu as pensé à apporter de quoi prendre des notes. Impatient, tu attends l'heure du début de réunion, incapable de te concentrer sur autre chose. Inquiet, tu t'imagines encerclé par des collègues écolos et contraint de manger des graines de tournesol bio. Je vous ai mis pareil le lien, si vous voulez aller jouer un petit peu et voir si vous auriez pu rejoindre notre groupe de travail. Le résultat, il y avait ceux qui étaient bibliothécaires écolos, corps et âme. Donc là, c'était clairement, c'est ta passion, viens avec nous, on a besoin de toi. Ceux qui étaient un peu bibliothécaires écolos en devenir. Il y a encore un peu de boulot, mais on sent bien que tu es prêt, en fait. Donc viens, comme ça, tu vas te faire surfer sur la vague, nous apporter tes idées, puis apprendre beaucoup. Et puis pour ceux qui avaient mis que des réponses à côté de la plaque, et ben ceux-là a été bibliothécaires écolos qui ne le savaient pas encore. Donc il fallait absolument qu'ils viennent, même s'ils n'étaient pas partants, parce que rapidement, ils allaient apprendre, devenir transféreurs, et c'était sûr que ce groupe était fait pour eux, puisqu'ils allaient découvrir un nouvel univers qui allait les passionner. Donc évidemment, ils étaient tous coincés, puisque la réponse était oui pour tout le monde. Une fois qu'on a fait ce groupe de travail, il fallait définir un but, pourquoi on le fait. Parce que si on fait juste un groupe de travail, mais sans savoir le pourquoi, donc nous, l'objectif, c'était, donc là je repars un peu en arrière, mais répondre aux 17 objectifs de développement durable. Dans ce groupe, on a utilisé 2 jeux. Donc, Agenda 2030 et Bibliothèque, c'est le Serious Game créé par Raphaël Batz, dont j'ai déjà parlé lors du webinaire précédent. Je vous ai mis le lien, tout est en téléchargement gratuit, c'est un jeu de plateau. L'idée, c'est de valider des objectifs de développement durable et en fait de comprendre comment on peut répondre en tant que bibliothèque aux objectifs de développement durable. Sur le lien, il manque les cartes obstacles. J'avais réussi à contacter Raphaël Batz qui me les avait renvoyées. Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me réécrire à votre tour, en fait. Elle m'avait envoyé un lien direct vers un Google Drive, mais je n'ai pas réussi à savoir si je pouvais le partager. Je lui ai demandé. Donc, entre-temps, passez plutôt par moi. Prochainement, je vais faire un retour détaillé de ce jeu sur le blog de la commission Bibliothèque verte de la BFP. Nous avons également testé le jeu Mission ODD Planète en danger. Là, c'est créé par Comprendre pour agir. Même chose, je vous ai mis le lien où on a tout en téléchargement gratuit. Pareil, je vais faire un retour détaillé sur le blog de la commission Bibliothèque verte. Ça va sortir bientôt. Je vois l'heure qui tourne, donc je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un jeu au départ destiné pour le public des bibliothèques. Et nous, on l'a testé en groupe de travail et ça a fait d'une pierre deux coups. On testait pour voir comment on pouvait le mettre en place en bibliothèque et en même temps, j'ai formé mes collègues. Et là, pas seulement le groupe de travail. J'ai envoyé un mail à l'ensemble des équipes en disant j'ai besoin de plusieurs joueurs. Donc, que vous fassiez partie du groupe ou pas, si vous êtes volontaire, venez, on fait un escape game. Et ça m'a permis de remettre une petite louche.
C'est assez ludique, ça marche bien. Je crois beaucoup au côté ludique, moi. Ensuite, réflexion d'équipe à l'occasion d'événements internationaux. Je pense entre autres vous savez, le Earth Hour, le moment où on nous demande d'éteindre les lumières pour la planète. Il y a quelque chose qui a été lancé au sein de la collectivité. On nous demandait d'éteindre tous les appareils pendant un certain temps et du coup, on en a profité pour faire des réunions d'équipe où on a évoqué le numérique responsable. Comment on faisait pour essayer de limiter notre consommation, notre impact écologique dans le numérique. Et enfin, pour impliquer les collègues, je suggère une formation intra. Ça va avoir lieu à Rouen en novembre avec un intervenant extérieur pour pas que ce soit toujours la même personne qui rabâche les mêmes choses, pour apprendre d'autres choses aussi, avoir un autre regard. Donc là, c'est avec le CNFPT. On est passé par le CNFPT, on a passé une commande en fait. On a dit ce qu'on aimerait qu'il soit abordé dans cette formation et comment on voudrait former les équipes. Ensuite, s'appuyer sur des ressources extérieures. Donc, le service com interne de la collectivité à Rouen lançait régulièrement des challenges, mais en fait, même si le vôtre n'en lance pas, on peut leur suggérer. Je parle évidemment pour les collectivités qui ont un service com interne. Mais donc, il y avait le fameux challenge Earth Hour dont je viens de vous parler. Ils organisent des choses, des ateliers sur le temps du midi. Donc, moi, je me positionnais sur ces ateliers-là. On le faisait de façon bénévole. Et en fait, quand on avait quelque chose à proposer, une expérience à partager avec les collègues, on pouvait s'y inscrire. Donc, au moment de Noël, par exemple, je proposais un atelier furoshiki. Vous savez, c'est les emballages avec du tissu. Venez apprendre à emballer vos cadeaux avec du furoshiki. Je me reposais beaucoup là-dessus. De même, on peut se reposer aussi sur le service com pour éditer peut-être un document sur les éco-gestes plutôt que de le faire comme nous, on a fait manuellement, ça peut reposer là-dessus. Ici, au département, ils ont prévu de faire un calendrier de l'Avent à destination des agents. Donc, chaque jour, quelque chose à découvrir. Rebelote, je vais faire une petite vidéo pour montrer comment on fait du furoshiki, par exemple. Je vous ai parlé de la mission de service civique. Ça peut être une bonne solution quand on a, enfin, pour avoir un appui, en fait. Pierre disait tout à l'heure, c'est compliqué quand on est tout seul, c'est vrai. Et donc ça peut être bien. Moi, alors, j'ai eu une chance incroyable parce que j'ai eu une volontaire qui était hyper dynamique, autonome et qui m'a beaucoup aidée. J'ai pu me décharger beaucoup sur elle. Mais du coup, c'était une collaboration hyper intéressante. Elle a découvert plein de choses. Nous, on a pu se reposer sur elle. Enfin, c'est une piste à creuser, je pense. Je vous mets le lien ici. Elle a témoigné en fait sur le site internet des bibliothèques de Rouen sur toute son expérience, toute sa mission. Elle a détaillé tout ce qu'elle avait fait. Ça vous intéresse? L'Agence régionale du livre, j'en profite pour te faire coucou Marion, j'ai vu que tu étais parmi nos spectateurs. Donc ici, voilà, en Normandie, il y a une charte de l'écologie du livre qui vient d'être mise en ligne, lancée, à laquelle on peut adhérer. C'est, je pense, un très bon moyen aussi de faire savoir aux équipes l'engagement de la structure, en fait. Donc, y adhérer et dire, bah voilà, regardez, les bibliothèques de Rouen s'engagent dans cette charte, ou le département, enfin, la bibliothèque départementale s'y engage. C'est bien ce que je compte faire ici, en fait. Pareil, je vous ai mis le lien pour plus de détails. Vous avez toutes les infos sur le site internet. Et enfin, la commission bibliothèque verte de l'ABF qui a été lancée il y a quelques mois et qui, depuis ce lundi, a mis en ligne son blog. Voilà, qui va être alimenté au fur et à mesure. C'est tout récent, on vient de le lancer. On voulait le lancer là justement pour relayer ce webinaire, par exemple. Et vous avez entre autres un onglet sujet clé qui donne des infos en médiation, par exemple, et dans lequel on va pouvoir donner des suggestions aussi sur comment sensibiliser les équipes. Donc, n'hésitez pas à suivre régulièrement ce blog, il va être alimenté au fur et à mesure. Et pour finir, ça y est, j'arrive à la fin, et ben, en fait, pour sensibiliser les équipes, il faut faire. C'est comme pour les enfants, on montre l'exemple, en fait. Donc, éteindre les lumières des bureaux, les écrans des ordinateurs et des automates, nettoyer la table avec un chiffon microfibre plutôt qu'avec le sopalin et le pchit, voilà. Moi, j'apporte toujours ma tasse quand je vais en formation, en réunion, et du coup, je suis affichée comme telle, mais j'ai une petite tasse qui s'aplatit, et j'ai vu que ça avait fait naître des idées. Et en fait, en sensibilisant de cette façon-là, de façon informelle, eh ben, c'est comme ça que les gens, finalement, répercutent sur leur pratique pro et ont envie de s'investir après. J'ai terminé, c'est ma dernière diapo qui vient là. Je vous montre juste en fait l'idée que, voilà pourquoi je mettais des ronds, ça m'a fait penser à ça quand j'ai travaillé sur mon PowerPoint, je me suis dit qu'en fait, tout se mélangeait un peu. Des fois, il y a des choses qu'on va faire pour communiquer, mais qui en fait vont impliquer les équipes, s'appuyer sur les ressources
extérieur permet de communiquer. Je reparle de la charte de l'ARL, de l'Agence régionale du livre. Donc voilà, je suis désolée, je suis encore trop bavarde. Je m'arrête là, je me tais. Non, non, sois pas désolée, c'est vraiment super. Merci beaucoup pour ce partage hyper riche, hyper construit. Voilà. Et pour ceux qui n'en ont pas eu assez, vous pouvez écouter à nouveau Marion dans le replay du précédent webinaire où il y avait déjà énormément de choses très intéressantes. J'attaque tout de suite avec la première question. Des collègues demandent si tu vas pouvoir partager les ressources. Je pense qu'ils sont intéressés par les fiches sans défi, par le petit dépliant, etc. Est-ce que c'est des ressources qui sont partageables? Alors, oui, je pense que oui. Pour les fiches défis, je vous ai mis le lien du coup vers la page Facebook. J'avais mis quelques exemples dessus, mais surtout, j'avais tout listé, tous les défis qu'on avait fait. Après, si quelqu'un souhaite que je lui transmette, je n'ai pas de souci avec ça. Mais contactez-moi directement. Comme il y en a 100, il va falloir passer par WeTransfer. Enfin, je pense qu'on ne va pas pouvoir envoyer à tout le monde d'emblée, puis je ne suis pas sûre que ça vaille le coup. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Au début du diaporama, je vous ai mis mon adresse mail. Je précise juste qu'on a un petit souci en ce moment avec cette adresse mail au département. Le département de Seine-Maritime a subi une cyberattaque. Donc, pour l'instant, nos fichiers, nos ressources informatiques sont en rade, entre autres notre messagerie, mais ça va finir par revenir. Donc voilà, si jamais c'était urgent, mon adresse mail perso, c'est la même, marion avec un y.lenagar@yahoo.fr. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Et pareil pour le livret des éco-gestes, oui, je pourrais le transmettre. Super, merci beaucoup. Donc, vous allez recevoir, comme vous êtes inscrit, vous allez recevoir, pas tout de suite, mais après le deuxième webinaire de la semaine prochaine dont je vous parlerai tout à l'heure. Et une fois qu'on aura tout mis en ligne, les replays, etc., on vous enverra tous les liens. Donc, ça ne va pas venir immédiatement, mais ça va venir. Et puis, je vous mets juste, on a créé un drive dans lequel on a mis tous les PowerPoint des précédentes éditions. Et donc, on rajoutera le quatrième PowerPoint dès que possible dans ce drive. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Marion ou des réactions? Eh bien, s'il n'y en a pas pour l'instant, pareil, vous pouvez les garder pour tout à l'heure et on va enchaîner avec Sandrine. Merci beaucoup, Marion. Sandrine, c'est à toi. Oui, bonjour, je vais prendre la parole. Alors, je vais ouvrir le diaporama. Okay. C'est bon. Tout le monde le voit bien? Parfait. Très bien. Alors, je me présente, Sandrine Berthaud de la médiathèque de Verrières. Nous avons un exemple un peu différent des deux premiers. Alors, Sandrine, je ne sais pas si c'est que chez moi, mais moi, je t'entends très mal. Je vais couper la vidéo. Ouais, merci. Je vais couper la vidéo. Voilà, est-ce que c'est mieux comme ça? Moi, c'est bon. Est-ce que les autres, ça va? Mais je ne suis pas sûre. Alors, attendez, il y a un petit… Ça a l'air d'aller. Ouais, je vais faire autrement. Partager l'écran. Partager l'écran. C'était ça. Bah, normalement, c'est ça. Normalement, c'est ça. Il n'y a pas de raison. OK. Non, ça marche. C'est bon pour vous? Alors, OK. C'est bon. On est sur la page partenaire. Oh, bah non, bah là, je ne suis pas partie où il faut. Ah. Allez, c'est parti. Donc, Verrières est une commune de 1000 habitants au sud-est de Poitiers, dans le département de la Vienne, à 20 minutes de Poitiers, dans la communauté de communes de Vienne et Gartempe. Une cinquantaine de communes sont rassemblées sur cette communauté de communes. La médiathèque, quant à elle, a 262 adhérents. Donc, par rapport au nombre d'habitants, c'est pas mal. Et tout au long de l'année, nous proposons des ateliers, des expositions, des concours, des conférences, la biodiversité et le respect de l'environnement. Je suis seule salariée dans cette bibliothèque avec une équipe de 6 bénévoles. Et personnellement, je suis déjà très engagée parmi les associations naturalistes du département. Active. Il me tient vraiment à cœur de partager cette passion et de partager mes connaissances avec le public. Nos partenaires sont nombreux et sont tous locaux, donc de Poitiers, vu que c'est la ville la plus proche, et sinon, une exception, je vais vous en parler plus longuement tout à l'heure.
Nous avons l'association Vienne Nature qui travaille avec nous pour proposer des ateliers pour les enfants ou pour les adultes, comme des ateliers de fabrication d'abris à insectes, des sorties nature sur les traces et indices d'animaux en forêt, des expositions sur les arbres remarquables de la Vienne, par exemple. Il y a un inventaire qui se termine à la fin de l'année sur les arbres remarquables du département. Et on a fait appel au public, aux citoyens, pour qu'ils participent à cet inventaire. Et des ateliers de découverte des plantes, par exemple le lierre, on a fait 2 ateliers, un sur le lierre et un sur l'ortie, avec l'animatrice de Vienne Nature. Tous les ateliers sont mis en place pour inciter les gens à ouvrir les yeux, à se rapprocher un peu de leur environnement et à découvrir toute la biodiversité qui les entoure. Nous travaillons avec la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO. En 2018, nous avons une conférence menée par le groupe jardin de la LPO sur le thème « Agir pour la biodiversité au jardin ». Donc, tous les bons gestes de jardinage, de plantation ont été développés pour donner des idées aux gens pour aménager leur jardin. Également, nous sensibilisons la population aux problèmes que rencontrent les oiseaux, la baisse, la disparition progressive des oiseaux, et une exposition a permis de mettre en avant ces problèmes. Oiseaux et patrimoine bâti, comment leur offrir un toit. Nous réalisons avec la LPO des sorties nature et des temps d'échange aussi, comme cette année. Nous avons parlé des espèces mal aimées et mal connues, donc toutes les petites bêtes ou toutes les plantes qui ont très mauvaise réputation. Et il y avait enfants et adultes, et c'était impressionnant de voir à quel point les araignées font peur, ou les serpents aussi, les crapauds. Enfin, c'est assez étonnant quand même. Nous travaillons avec les croqueurs de pommes de la Vienne. C'est une association qui perpétue un savoir-faire et la présence de variétés anciennes sur notre territoire, d'arbres fruitiers, donc les pommes, les prunes, etc. Et nous avons eu la chance d'avoir une démonstration de greffe sur table par un des membres de l'association. Certaines personnes venues ont appris justement à ce moment-là à cette technique ancestrale, mais qui est pourtant bien utile si on veut sauvegarder des espèces anciennes, planter des arbres à moindre coût également. Là, ce n'est pas une association naturaliste, mais c'est un centre scientifique, l'espace Mendes France, qui se situe au cœur de Poitiers. Et depuis 2014, nous participons au programme de la science se livre. Il s'agit en fait de délocaliser les ateliers scientifiques qui ont lieu en ville et de les transporter et de les apporter en milieu rural. Cela fait que les enfants et même les adultes de chez nous peuvent en profiter. Ils n'ont pas toujours la possibilité de se rendre en ville pour les suivre. Alors, des exemples d'ateliers. Petite graine deviendra grande sur le cycle de la plante. Fabriquons du papier recyclé. Le monde des insectes observé au microscope. Une baguette, s'il vous plaît, où les enfants, vous voyez sur la photo, ont pu s'initier à la vie d'un boulanger, aux pratiques d'un boulanger. Et nous avons aussi eu la chance d'avoir une ruche pédagogique numérique, donc une vraie fausse ruche avec énormément c'était vraiment, on pouvait tout apprendre sur ce merveilleux monde des abeilles et de l'apiculture à partir de cette ruche. En 2023, le thème sera les enjeux de l'eau. Donc là, vous pouvez imaginer qu'il y a tout à construire autour de ce sujet. C'est vraiment un sujet au cœur de nos préoccupations. La Société mycologique du Poitou est aussi intervenue à Verrières. Nous avons organisé une sortie champignons dans les bois de Beltière de la commune. Et grâce donc à cette sortie à la récolte qui s'est faite le matin,
également aux apports, aux dons que les gens nous ont apportés. Les gens nous ont rapporté des champignons de leur jardin ou qu'ils ont pu trouver les jours précédents. Nous avons réussi à mettre en place une exposition de près de 200 espèces de champignons différentes. Puis en 2019, j'ai fait intervenir un passionné des loups. C'est une année où on a commencé à parler, on en parlait beaucoup, de la présence de loups dans le département de la Vienne. Et ça a été confirmé, en tout cas un passage. La Vienne est plutôt un département, les loups ne restent pas sur ce territoire, mais ils le traversent. Et nous en avons eu la confirmation. Et les gens avaient beaucoup de préoccupations à ce sujet, donc nous avons fait intervenir un passionné sur ce sujet. Il nous a expliqué la vie de ces animaux, leur alimentation, leurs mœurs, est-ce qu'une cohabitation est possible avec eux et comment. C'était vraiment passionnant de l'écouter parler. Voilà, en ce qui concerne les partenaires. Ensuite, nous menons aussi des actions participatives et plus particulièrement avec les habitants de la commune, lors d'expositions surtout. Les gens sont vraiment ravis de prêter des objets qui sont souvent relégués au grenier ou au carton. Et quand on lance une exposition sur, par exemple, l'école d'autrefois ou les produits laitiers ou la Première Guerre mondiale, eh bien, vous voyez sur les photos, on a énormément de prêts d'objets et les gens se mobilisent et s'impliquent beaucoup là-dessus. Nous faisons aussi intervenir des artistes. Alors, ça peut être des peintres, des sculpteurs, toutes sortes de passionnés qui nous présentent leur hobby. Marie-Paul Blanc, elle, c'est une artiste, elle fait de la sculpture haute couture, comme elle l'appelle, à partir d'objets vraiment, d'objets métalliques en priorité, qu'elle trouve au fil de ses balades à la campagne ou au bord de la route dans un caniveau. Enfin, elle récupère énormément de morceaux rouillés, voués aux déchetteries, et elle les sublime pour en faire de vraies œuvres d'art. Nous organisons tous les ans un concours pour faire participer le public, pour qu'il y ait des liens intergénérationnels, parce que les papis aident les enfants ou les enfants expliquent aux grands. Enfin, il y a vraiment un lien fort. Cela peut être un concours photo qui s'intitulait « Nature secrète dans mon jardin ». Donc là, c'est justement pour inciter les gens à regarder de près toute la vie qui les entoure. Concours de plus gros potirons, de sapins de Noël, de nichoirs à oiseaux, nichoirs d'ailleurs que nous avons installés dans la commune à différents points sur les petites places ou les petits squares. Et en ce moment, nous avons un concours de dessin manga en cours qui se termine samedi. Les gens également se proposent eux-mêmes de participer et d'animer un atelier. Nous avons eu une démonstration de vannerie d'art, un atelier pour cuisiner les plantes sauvages et un atelier également pour faire des produits d'entretien. Donc, c'est toujours intéressant et valorisant de faire des rencontres et de trouver des gens qui sont d'accord pour partager avec les autres leur hobby et leur passion. Nous avons mis des lieux d'échange en place également dans la commune. Alors, tout d'abord, à la médiathèque, il y a un espace Grainothèque, tu en as parlé tout à l'heure, Marion, qui a été créé en 2019. Donc, le principe, c'est l'échange de graines. Nous en proposons beaucoup parce que, ayant un jardin, faisant du jardin moi-même, j'apporte énormément de graines dans cette grainothèque, mais les gens ont compris que c'était un échange, donc ils en apportent eux aussi, ils en prennent, on discute de toutes les pratiques de jardinage au naturel, mais aussi de tout, de biodiversité. C'est un centre, en fait, cette table, elle est là en ce moment, il y a un tronçon d'arbres, de troncs d'arbres avec un beau nid de pivert à l'intérieur, une loge de pivert. Et on m'a apporté hier un nid de pigeons aussi. Voilà, c'est des curiosités de la nature que
l'on m'apporte et je les partage ensuite avec les enfants, avec les adultes, avec tous ceux qui viennent à la médiathèque. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a toujours, en parallèle de tout ce que l'on propose, il y a toujours une sélection de livres, parce que nous sommes quand même en bibliothèque, de livres sur les thématiques abordées. Et puis, parce que nous n'aimons pas jeter de livres, nous avons profité du démantèlement de la cabine téléphonique en 2018 pour la reconvertir en bibliothèque de rue. Donc là, le principe, c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les gens déposent des livres en empreinte, ils font comme chez eux en fait. Ils peuvent même mettre un peu d'ordre à l'intérieur quand ils veulent. Les dons, les livres qui sont mis également dans cette cabine à livres proviennent de dons déposés à la médiathèque. Donc, alors là, dans ce cas-là, c'est moi qui les emporte là-bas. Les gens les déposent directement. Nous faisons une vente de livres tous les ans, sortie des collections. Et tous les livres que nous ne voulons pas conserver, nous travaillons avec l'association Bibliothèques sans frontières de Montmorillon. Pour conclure, je dirais qu'une bibliothèque est un lieu privilégié pour sensibiliser le public sur toutes les questions environnementales. Les partenaires sont nombreux et proposent des ressources de qualité à nous faire bon usage. Il ne faut pas hésiter non plus à solliciter les habitants de nos communes, petits et grands, à les impliquer dans nos actions, à partager avec eux nos connaissances. Notre rôle est d'informer, partager, transmettre pour le bien-être des générations futures. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Super, merci beaucoup Sandrine. Je partage tout de suite un commentaire dans le chat qui dit « Quel travail de fou pour une petite structure, bravo !» Ah, merci. Merci. Et je n'ai que 19 heures de temps de travail en plus. Et du coup, ça te prend beaucoup de temps, toutes ces actions? Oui, ça me prend du temps, mais je le fais avec plaisir parce que comme c'est ma passion, en même temps, je fais de la photographie naturaliste, je suis bénévole à la LPO, je cite mes observations sur différentes plateformes d'observation naturaliste. Donc, d'un autre côté, c'est naturel pour moi. Voilà, ça ne me gêne pas. Super. Et ça prend du temps, mais bon, j'ai de l'aide aussi. Et, le fait, même si ça prenait du temps, ce qui est important, c'est le retour que l'on peut avoir du public et le résultat que l'on a à l'issue de ces actions. J'aurais pu remettre ma vidéo. Tu peux. Est-ce qu'il y a des questions? C'est plus sympa. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des commentaires? Alors, moi, j'en ai une, peut-être ça lancera d'autres. Dans les ateliers, notamment les ateliers participatifs dont tu as parlé, en fait, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément des professionnels qui viennent intervenir, c'est des citoyens qui viennent partager le savoir-faire. Oui, c'est ça. Par exemple, pour les ateliers de cuisine, c'est une blogueuse. Et elle fait énormément elle a un blog de cuisine à base de plantes sauvages ou de plantes sauvages. Elle cuisine, elle sort à la campagne, elle remplit son petit panier et elle invente énormément de recettes. Et j'ai fait sa connaissance un peu par hasard et au fil des rencontres, on rencontre. Ce qui est bien dans notre métier, c'est qu'on rencontre beaucoup de gens et ça nous permet de proposer des nouvelles choses à notre public, à nos publics. Et ce qui me frappe aussi sur tes partenariats, notamment toutes les associations dont tu as parlé, c'est qu'on voit bien que en fait, c'est vraiment du long terme. C'est des gens qui reviennent quasiment tous les ans avec des choses différentes. Oui. Donc, du coup, tu as ton programme en fait, d'une année sur l'autre. Tu as déjà 3-4 idées d'associations qui vont revenir. Donc, c'est du travail un peu en moins finalement. Tu n'as pas besoin d'aller les rechercher tous les ans. C'est vrai qu'avec l'espace Mendes France qui propose un thème différent tous les ans, ça me permet d'avoir un fil conducteur sur mes animations. Mais en plus, il n'y a pas que des animations sur la biodiversité, il y en a d'autres. Ce n'était pas le thème, donc je ne les ai pas cités, mais c'est vrai que ça aide de pouvoir compter sur les mêmes associations, ça c'est sûr. Mais on est toujours ouvert à des nouvelles. Je cherche régulièrement d'autres pistes, bien sûr. Du coup, il y a encore 2 questions. Blandine qui demande si les 6 bénévoles de la bibliothèque sont aussi enthousiastes et partants que toi.
Oui, oui, elles adhèrent complètement à ça. Alors, nous, on est une équipe, les bénévoles ne travaillent pas en même temps, enfin avec moi en même temps. Elles sont là ponctuellement pour m'aider, pour me remplacer, pour créer un événement. On en discute ensemble, c'est vrai. Après, elles adhèrent et elles… Voilà, on travaille bien ensemble, oui. Et deuxième question d'Olivia qui demande comment est-ce que tu as trouvé les intervenants? Alors, comme je disais, je suis impliquée dans quasiment toutes les associations Vienne Nature. Je n'ai pas cité la SFO pour les orchidées, mais il y en a d'autres. Parce que c'est des connaissances, c'est des gens que je connais, oui, c'est des gens que je connais, des associations auxquelles je participe et qui ont tout un panel de ressources à proposer. Donc, voilà, c'est des gens qui sont proches de nous, que je connais personnellement. Enfin, donc, c'est pas difficile de les contacter, puis de travailler avec eux, au contraire. Ouais. Et puis, voilà. Pour les loups, j'avais fait des recherches par contre sur Internet parce que je tenais vraiment à recevoir quelqu'un qui pouvait en parler et qui connaissait bien le sujet. Donc là, il venait de la Drôme, ce monsieur, donc il avait fait du chemin quand même pour venir. Mais après, il avait une autre intervention en Charente, donc dans le sud de chez nous. Donc, il a fait un petit circuit pour parler des loups. Voilà. Pierre, tu voulais poser une question ou réagir? Oui, bravo Sandrine, c'est vraiment chouette. Ce que je voulais dire pour réagir à ce que tu dis, Sandrine, et à la question, c'est qu'en effet, je pense que c'est important que soit nous, soit quelqu'un dans notre entourage soit vraiment très impliqué. Je pense que c'est ça le point qui vous relie, Marion, Sandrine. C'est qu'on est nous-mêmes très impliqués et que du coup, on est impliqué dans des assos, dans des groupes, voilà, on faisait partie d'un truc qui s'appelle Demain en Flandre, où il y a suite au film Demain, où du coup il y avait plein de groupes qui s'étaient créés dans le coin, dans la collectivité, sur plein de sujets. Et du coup, c'est vrai que ça permet d'avoir un énorme carnet d'adresses. Et en plus, la transition écologique, c'est quelque chose, voilà, c'est en général des gens passionnants et qui ont envie de transmettre. Donc il y a vraiment toute cette super énergie dont il faut, alors pas abuser, mais dont il faut aussi savoir profiter. C'est-à-dire que voilà, et puis après, en plus, c'est des réseaux, c'est des cercles. Il suffit que quelqu'un soit intervenu et puis à la fin, il va dire sinon, il y a un tel que je connais qui maîtrise bien tel ou tel sujet. Et puis ça se fait comme ça assez naturellement, quoi. Plus le fait que, après, comme je disais, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, Sandrine, mais nous, après, en étant identifiés, les gens venaient spontanément proposer des interventions sur des sujets qu'ils connaissaient bien. Donc, du coup, après, ça se fait presque tout seul. Enfin. Oui. Mais oui, ça arrive. Surtout que dans la presse locale, on est bien relayé dans la presse locale et chaque animation a son article, ses photos, il y a une page Facebook, il y a un site internet. Moi, je relais aussi plein de choses sur la biodiversité sur un site internet que j'administre, un site photo. Donc, à force, les gens savent qu'ici, on protège la nature et on protège l'environnement. Et ils viennent spontanément, certaines personnes peuvent venir spontanément proposer des idées d'animation ou de livres, ou proposer des sujets. Et donc, on en tient compte. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous sont venues le temps que les uns et les autres fassent leur présentation? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de partager? Xavier a posté dans le chat le fait qu'il a vu faire aussi le fait d'avoir un meuble dédié aux dons ou au partage. Ah, ça a disparu trop vite. Avec des objets du quotidien, chauffe-biberon ou autre. Oui. Je sais qu'à Lomézé, dans une commune à côté de chez nous, Yolène, la bibliothécaire, elle a récupéré un vieux meuble qu'elle a repeint, qu'elle a un petit peu, elle l'a rafraîchi. Et à l'intérieur, c'est donc plein d'objets que les gens ont déposés. Et c'est un principe c'est gratuit, les gens se servent, ils prennent ce qu'ils veulent et ils en déposent. Voilà. Aude rappelle qu'on peut aussi aller chercher les services supports de sa collectivité. Marion a mentionné le service communication interne, mais le service déchets
de votre collectivité est souvent très intéressé pour chercher des nouveaux endroits pour faire. Ils font des ateliers, de la sensibilisation, ils ont des ressources, etc. Donc, c'est vrai qu'aller chercher dans la mairie, sortir du service culturel et aller voir les autres services dans la mairie, dans l'interco et autres, ça peut être des ressources. J'ai vu, par exemple, à la bibliothèque de Foix, ils ont travaillé avec la ressourcerie locale, qui du coup, donc la recyclerie, qui récupère les choses à la déchetterie pour les remettre dans le circuit, qui leur a fourni un grand meuble de réemploi, donc une vieille armoire normande un peu retapée, et ils ont mis en commun une bibliothèque qui est partagée entre la ressourcerie et la bibliothèque, avec des livres sur le zéro déchet et autres. Donc, effectivement, c'est une bonne remarque, Aude, merci beaucoup. Allez chercher les services qui existent dans la collectivité, au-delà du service culturel. Super, merci beaucoup pour tous ces retours. Il y avait quelque chose aussi autour des boîtes à livres là, qui a été partagé. Pour les livres qui sont sortis des collections du réseau, on peut avoir une boîte à livres, y compris à destination des bénévoles qui gèrent les boîtes à livres du territoire. Donc, ça permet de renouveler les fonds des boîtes à livres ailleurs que celles de la bibliothèque. Okay. Moi, je me permets un dernier commentaire, un coup de pub. J'en ai pas parlé, mais on parlait tout à l'heure des façons de sensibiliser, tout ça, des outils, la fresque du climat, enfin voilà, inventons le vert carbone, il y a plein de choses comme ça. Et il y a un super jeu qui a été développé par une asso belge qui s'appelle Empreinte. Donc, je vous le montre. Ça s'appelle Citimagine. Voilà, c'est un super bel objet. C'est un jeu c'est un jeu de société. Donc voilà, ils le vendent. Alors, si vous voulez, vous pouvez les contacter. Je vais mettre le lien dans le chat. Ils vendent ça 60 €, mais en fait, c'est un super bel objet qu'ils ont créé, donc qui a été éco-conçu et tout ça. Donc, c'est vraiment du beau matériel et c'est complet. Et en fait, c'est un jeu collaboratif sur une ville en transition, donc un peu sur le modèle de Rob Hopkins. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, mais c'est un maire en Angleterre qui a créé une ville en transition. Enfin, voilà, je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas, c'est vraiment génial ce qu'il a fait. Il intervient dans le film Demain, justement. Et ce jeu, si tu imagines, du coup, ça se joue à partir de 14 ans et c'est super chouette. Ça se joue bien sûr aussi entre adultes. Et du coup, le principe, c'est chaque équipe, on joue par 2 ou 3 par équipe et en fait, chacun a un quartier. Et le principe, c'est d'essayer de développer des choses au sein de son quartier. Donc voilà, il y a plein d'exemples très concrets. Ça va être des ruches sur les toits, mettre des composteurs collectifs, etc. Enfin, voilà. Donc ça permet d'aborder aussi plein de choses très concrètes qui peuvent être mises en place ou alors de les faire connaître, faire découvrir. Et en plus, le principe du jeu, c'est que ce soit vraiment collaboratif, c'est-à-dire que les quartiers doivent interagir entre eux pour améliorer les choses. Donc, on doit tisser aussi, créer du lien social, ce qui est quand même toujours hyper important dans nos actions. Comme tu disais, Sandrine, de faire de l'intergénérationnel, du lien social. Et du coup, ce jeu, je trouve que c'est un super outil pour aborder ça, même avec des lycéens, par exemple, ça fonctionne super bien. Et super, merci Blandine. Blandine a mis le lien dans le chat. Et du coup, voilà, je vous conseille, c'est vraiment un coup de cœur, ce jeu, c'est à découvrir. Merci. Est-ce que pour ceux qui seront en visio, en replay, tu peux redire le nom, s'il te plaît? Oui, Citimagine. Citimagine. Un jeu de mots sur City, la ville. Super. Alors, pour faire appel à l'intelligence du groupe, Roxane demande si on a des idées pour sensibiliser un public qui est davantage universitaire, en bibliothèque universitaire. Donc, je vous propose de mettre les idées dans le chat si vous en avez. Ah ben voilà, ça a commencé, super. Moi, je vais passer à quelques partages de ressources avant de vous libérer. Merci vraiment encore à nos 3 intervenants parce que vous avez super bien tenu le timing. Merci d'avoir préparé tout ça, c'était très riche. C'était très chouette. J'ai l'impression que mon Zoom a planté. J'en suis bien désolée. Est-ce que vous m'entendez encore? Non, ça marche. Nous, tu es toujours là. Hein. Ok, super. Alors, d'abord, on m'a fait remarquer que je ne m'étais pas présentée, donc je vous prie de m'excuser, je vais le faire tout de suite. Je m'appelle Fanny Valenbois et je travaille sur les questions de transition pour l'ensemble de la chaîne du livre, notamment au sein d'un laboratoire d'idées qui s'appelle le Shift Project, qui est donc co-organisateur des webinaires. Et donc, j'ai travaillé sur vraiment que les questions carbone, mais sur la décarbonation de la chaîne du livre, aussi bien côté éditeur, vraiment fabrication, imprimeur, papetier, que libraire, bibliothécaire, manifestation littéraire, etc. Voilà, en un mot, je fais aussi de la formation, de l'accompagnement, du bilan carbone, etc. Désolée, j'avais oublié de le dire tout à l'heure.
Quelques ressources pour vous permettre d'aller plus loin. Et personnellement, je suis très, très frappée par le fait que quand on faisait l'agenda, en fait, les premiers webinaires, on ne faisait même pas d'agenda parce qu'il n'y avait rien à mettre dessus. Quand on a commencé à faire l'agenda, il y avait une date ou 2 dates. Et là, ça explose. Donc, ça nous paraît vraiment très, très bon signe. Enfin, moi, je suis vraiment enthousiasmée par ça. Tout ça est intégralement pompé sur une ressource que je vais vous redonner, dont je vais vous redonner le lien, qui est l'agenda de la nouvelle page de la commission bibliothèque verte de l'Association des bibliothécaires de France, dont Marion a déjà parlé. Donc voilà, vous voyez qu'il y a plein de trucs qui se passent. Ce soir, il y a une table ronde à Strasbourg sur Twitch, le livre Petit lettre écologique. Il y a de la formation, il y a des journées d'études, il y a des tables rondes. Donc vraiment, faites-vous plaisir, il y a vraiment de quoi faire. Et donc, quelques endroits où vous pouvez aller chercher des ressources complémentaires. On vient d'en parler, le blog de la commission bibliothèque verte. Je mentionne le fait que l'université de Grenoble, qui a un master métier du livre qui s'oriente de plus en plus vers les questions de durabilité, a ouvert un blog aussi, donc livre durable sur la plateforme Hypothèse. Donc, c'est plutôt orienté recherche, mais il y a du partage de veille documentaire, il y aura des travaux d'étudiants, des choses comme ça. Donc, peut-être à suivre. Je crois que c'est Sandrine qui nous a signalé cette ressource de la médiathèque départementale de Seine-et-Marne, un diaporama sur comment on peut agir pour l'environnement en bibliothèque de lecture publique. J'ai mis que des ressources nouvelles, mais bien sûr, il faut aussi aller chercher le guide de la bibliothèque verte de la Canopée et des choses dont on a déjà parlé dans les précédents webinaires. Et puis, comme Marion, je vous recommande les pages du site de Normandie Livre et Lecture. Coucou aussi Marion, pour le super boulot qui est fait, et notamment la partie boîte à outils. Vous avez vraiment toute une liste de ressources, à la fois généralistes et en même temps classées par type d'acteur. Donc, je suis un bibliothécaire, je suis un libraire, etc. C'est une mine d'or. Donc, allez chercher là, ça peut vous occuper un bon moment. Moi, je vous informe, je partage avec vous une expérimentation que je voudrais lancer. Je vais vous le donner dans le chat. Et j'aimerais faire un travail collaboratif de veille professionnelle. Marion en a parlé aussi, c'est vraiment un enjeu de partager la veille. Ça peut nous prendre quand même pas mal de temps. Et donc, j'ai commencé un document en ligne sur lequel je pose juste, quand je repère une bibliothèque qui a une bonne pratique, j'essaye de mettre 1 ou 2 photos, un titre, quelle bibliothèque c'est, et je me fais comme ça un long catalogue. Et quand j'ai besoin pour une formation, pour une intervention, ça me permet d'aller piocher dedans et de me dire, OK, sur, je sais pas quoi, sur la sensibilisation des usagers, qui a fait quoi? Et ça, je trouve que quand je fais une intervention, c'est toujours très fort d'entendre, enfin, je crois que c'est vraiment ce qu'on vient de faire ensemble, de voir des collègues qui font concrètement des choses et de voir des photos et de se dire, ah ouais, eux, ils font ça, là-bas, ils font autre chose. C'est très inspirant, ça donne vraiment envie de s'y mettre. Et donc, si vous avez envie, venez dénoncer vos héros, venez coller des photos et des exemples de bibliothèques qui font des trucs chouettes. Ça sera utile. En tout cas, moi, ça me sera utile. Un petit mot pour vous partager les prochains rendez-vous. On a rajouté de manière un peu imprévue, mais on s'est dit que c'était de l'actu et qu'il fallait en parler, une rencontre la semaine prochaine. Ce n'est pas vendredi 20, c'est jeudi 20. C'est une erreur de ma part. À 11h, on fera quelque chose sur chauffage et électricité. Alors, pour l'instant, on n'est pas sur le format habituel où c'est beaucoup du partage d'expérience, parce que pour l'instant, il n'y a que moi qui vais parler, parce qu'on n'a pas trouvé de collègues disponibles dans un temps aussi court. Donc, si jamais vous-même, dans votre bibliothèque, vous avez mis en place quelque chose sur les économies de chauffage ou d'électricité et que vous avez envie d'en parler, venez. Je vois que Pierre sort sa couverture. J'ai la mienne aussi. Donc, on parlera aussi des couvertures. Donc, j'essaierai de partager un certain nombre d'informations, y compris un peu techniques, sur les différents modes de chauffage, les différents modes d'isolation. L'idée générale de ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite et sans travaux. Mais je n'ai pas dit sans effort. Il y aura des efforts à faire, mais on peut faire des choses sans travaux pour améliorer le confort et réduire les consommations. Et ensuite, sur le calendrier plus classique, on reprend le 19 janvier et le thème avait été choisi collégialement lors du précédent webinaire. On parlera du numérique, donc de tous les enjeux du numérique durable, responsable en bibliothèque. Et donc là, c'est pareil. Si vous avez envie de partager, le 19 janvier, c'est Nola Normand de Bibliothèque de Neuilly qui pilote l'organisation, qui coordonne les différents intervenants. Donc, vous pouvez nous faire un petit mail. Je vous ai mis mon adresse. Je renverrai vers Nola si ça concerne le numérique, puisqu'elle n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Donc, si sur ces deux sujets, vous avez envie d'intervenir, y compris pour partager des petites choses, on a toujours l'impression que si on n'a pas fait sa rénovation énergétique totale du bâtiment, ce n'est pas la peine d'en parler. Bah, si, au contraire. Si vous avez des petites actions, si vous avez des échecs, des difficultés, ça peut être intéressant d'en parler et de le partager. Et j'ai fait le tour. Et du coup, on est carrément en avance. Totalement incroyable.
Donc, moi, je vais me taire et vous relaisser la parole. Je vois qu'il y a plein de choses qui se passent dans le chat. Donc, je vous laisse reprendre la parole. Et je réponds à une question qui est qu'effectivement, j'ai noté vendredi 20, c'est une erreur. Le webinaire sur le chauffage, ça sera le jeudi. Et ça ne sera pas à 10 h, mais à 11 h, exceptionnellement. Je vais arrêter l'enregistrement. Donc, je dis au revoir à celles et ceux qui nous regardent en replay. À bientôt. Rendez-vous pour le jeudi 20.